10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle semaine qui commence, Noël qui se rapproche. Bonjour Bonjour Gilles. Valérie. Vous avez commencé vos courses? Non, pas encore. Vous m'avez trouvé un cadeau? Allez, on démarre cette semaine avec deux invités, plusieurs invités aujourd'hui et deux sujets oui, très... C'est un peu mon cadeau, la programmation. Voilà, très différents. Aujourd'hui, Guillaume Maurice, je précise bien. C'est bien ça. Et Sébastien Giraudot. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes producteur, Guillaume Maurice et Sébastien Giraudot. Vous êtes réalisateur et on vous reçoit pour BRI, la série documentaire. Les 2 premiers épisodes, ce sera vendredi prochain sur Canal+ à 21h. Les 2 autres, le vendredi suivant. C'est dans la case Canal+ c'est sur Canal+ Doc. Et c'est également sur Canal+ Doc. Et c'est en intégralité sur MyCanal dès vendredi prochain. C'est une série documentaire sur la BRI. Donc on se disait avant de commencer qu'il y avait la fiction BRI. Il y a aussi des docs anti-gang sur les anciens de l'anti-gang. Et là, on est vraiment au cœur de l'action de ces hommes qu'on peut appeler nos anges gardiens parce qu'ils sont là, ils travaillent en secret et leurs méthodes sont particulièrement rigoureuses et c'est ce qu'on va découvrir avec vous dans un instant. Mais on commence avec le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, c'était le grand week-end du Téléthon. Il était plus d'1h du matin, presque dimanche matin donc, et le compteur s'est arrêté sur cette somme. Justement, on va le regarder, ce compteur final, et pouvoir dire merci aux donateurs, à vous les Français, qui avez encore une fois répondu présent. 80 671 222 euros. Merci à vous, de tout cœur. Merci à Vianney. Les données ? Oui, bien sûr. C'est vrai, bien moi sûr, aussi. oui. Plus de 80 millions de promesses de dons, 78 millions, c'était l'année dernière a été récolté, donc ils ont récolté plus d'argent. Évidemment, avec la BAC, on parlera des filatures, des courses-poursuites et une nouvelle fois, le non-respect d'obtempérer est sous les feux de l'actualité. C'est au niveau de ce feu tricolore que le drame est survenu. Une route glissante au moment de l'accident et un scooter qui roulait bien trop vite selon le procureur. Du fait d'une légère courbe de la route et de la présence d'un chantier sur la droite dont les palissades masquaient un petit peu la vue de cette voie, eh bien, le conducteur n'a pas pu voir qu'il n'y avait pas de voiture sur la droite et qu'il aurait pu, le cas échéant, se dégager, si je puis dire, en passant par la droite. Et on voit bien qu'il cherche à freiner en amont du feu, mais beaucoup trop tardivement. Vendredi soir vers 23h, un équipage de la BAC tente de contrôler un 2 roues qui vient tout juste de griller un feu rouge. Le scooter, où 2 adolescents de 17 ans ont pris place, refuse d'obtempérer et poursuit sa course pendant 2 kilomètres. Sébastien, dans votre doc, à un moment, on voit les go fast. On voit quand même que la police, enfin en tout cas la BRI, que ça soit sur des enquêtes ou sur le go fast, en fait, ils prennent des risques en voiture quand même. Ils essayent de pas en prendre trop quand même. Bien sûr que les policiers de la BRI sont obligés de prendre un certain nombre de risques, mais ce sont des risques calculés quand même à chaque fois. On voit bien. À un moment, on les voit quand même dans la circulation normale avec monsieur et madame tout le monde. Oui. Et on les voit aller assez vite quand même. C'est ce que explique l'un des membres de la BRI, Kader, c'est que parfois ils sont obligés de prendre un certain nombre de risques pour interpeller des gens qui ne respectent absolument pas les règles et le code de la route. Si vous astreignez à respecter scrupuleusement le code de la route, vous ne pouvez pas interpeller ce genre d'individus. Donc, et puis on voit toutes les précautions, on va en reparler, toutes les précautions qu'ils prennent justement sur leurs interventions, parce que parfois ça se trouve au milieu de la population et c'est la complexité de leurs interpellations. On continue, Gilles. C'était le rendez-vous média attendu, annoncé à grand renfort de une de Paris Match, l'interview des filles de Johnny Hallyday, Joy et Chad, 2 adolescentes qui savaient pas trop pourquoi elles étaient là quand on regarde 7/8. C'était dimanche sur TF1. Elles ont regretté la guerre de l'héritage. À l'époque, comment vivez-vous cette guerre-là ? Moi, je l'ai vécu assez mal parce que j'ai pris ça comme une trahison en fait, un abandon. Un autre abandon, oui. Ouais. Trahison de notre propre famille.
Il nous avait fait des promesses qu'il serait toujours là pour nous, qu'on se verrait régulièrement. Quand on a enterré papa, on a eu cette conversation avec eux. Et après, quand ils sont partis de Saint-Barth, on les a plus vus. On n'a jamais eu de contact avec eux. Plus de nouvelles. Ils ont dit des horreurs sur notre mère. Voilà. C'est un peu... Je garderai le secret, mais on s'est échangé beaucoup d'SMS hier soir. Mais il y a une vraie opération de promotion qui est faite avec une... allez, on va mettre instrumentalisation entre guillemets, mais il y a une interview dans le Parisien ce matin, il y avait Paris Match, la une, et puis cette interview assez indigente, je veux le dire, hier. Ah il y a une expo à vendre. Oui, c'est ça. Donc voilà. Bon. C'était décidément un week-end people. Valérie, sur BFM hier, Sébastien Coé a pris la parole pour la première fois. Alors il n'a pas été face à un journaliste, il a été face à un procureur, Benjamin Duhamel. L'échange était musclé. Julie Olivier, 2014, mineure au moment des faits. Est-ce que vous avez eu une relation sexuelle avec cette jeune fille? Quand je vous dis tout est faux et tout est mensonger. Est-ce que oui ou non? Mais enfin, c'est assez Pardonnez-moi de vous poser cette question. Mais une relation avec une mineure dans une chambre d'hôtel, tout est faux et tout est mensonger, je vous le dis. Donc vous n'avez pas eu je vous le dis. Mais vous avez, attendez, excusez-moi. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez qu'aujourd'hui, parce que vous êtes en train on va pas faire une demi-heure sur vous. Non, pas du tout. Non, parce que vous êtes, depuis tout à l'heure, vous me dites quelque chose, et depuis tout à l'heure, je vous dis, je ne peux pas vous répondre, et tout est faux, et tout est mensonger. On va pas y passer la soirée. Non, mais pardonnez-moi, Sébastien Coé, il y a ce qui relève de l'enquête, et là, il y a ce qui relève d'une relation ce qui fait partie de l'enquête, puisque nous avons nié. C'est assez clair. Donc vous niez également la relation sexuelle. Je vous l'ai dit 3 fois. Maintenant, je suis en train de vous dire, avec une jeune fille de 17 ans, enfin, on est dingue. Elle dit 16 ans. Oui, alors 16 ans, et puis après 18, et puis après 15. Excusez-moi. Stéphane, un auditeur me dit, les enquêtes se font sur les plateaux de télévision, c'est devenu assez ordurier. Bon. C'est compliqué. Ah oui, aussi. là c'était vraiment... Oui, c'est un interrogatoire. Ouais, c'était un interrogatoire de police. C'était vraiment très très musclé. Je pense qu'il n'avait pas d'échappatoire, Sébastien Coé. Quoi qu'il faisait, c'était très compliqué pour lui. Là aussi, pourquoi il y est allé. Bref. Parce que la pression médiatique. Mais je suis d'accord avec vous. Vous n'avez pas vu cette intervention. Ça, non. Les ports français sont devenus les premières plaques tournantes de la drogue. Les chiffres de trafic racontés par la journaliste de 20h sont juste effrayants. J'ai pris ce son évidemment par rapport à la BRI. La scène est digne d'un film d'action. Des coups de feu échangés entre trafiquants et forces de l'ordre sous les yeux des automobilistes dans la zone portuaire du Havre en 2022. Le premier port français de fret est aussi la principale porte d'entrée du trafic de cocaïne en métropole. L'an dernier, 7 tonnes y ont été interceptées par les douanes, 6 fois plus qu'en 2020. Le Havre, pour eux, c'était l'idéal. C'était sous-dimensionné au niveau des effectifs de police et de douane quand ils ont tapé ce port. Et donc depuis 10 ans, en gros, les trafiquants de cocaïne saturent un port comme le Havre. Avant, la BRI, elle s'occupait plutôt des jeux, des prostituées, etc. Surtout des braquages. Et des braquages. Et aujourd'hui, c'est devenu la drogue, en fait. C'est le transfert de la criminalité, en fait, qui veut ça. Aujourd'hui, il y a quasiment plus de braquages. Il y a quasiment plus d'attaques de banques. Les banques sont hyper sécurisées. Il y a plus beaucoup de cash dans les banques, donc c'est plus très intéressant pour les bandits de s'attaquer à ça. Et puis le marché de la drogue est devenu tellement intéressant, tellement juteux que, en fait, voilà, le grand banditisme s'est transféré vers cette activité-là. Ouais. Et les ports français sont vraiment devenus une plaque tournante. La France est devenue une plaque tournante de la drogue. Ça, franchement, oui, comme d'autres en fait à l'échelle européenne, mais c'est vrai que le Havre notamment, il y a eu pas mal de reportages sur ça, sur ces containers qui arrivent avec des grosses saisies, oui, il y a eu pas mal de choses. On expliquera un petit peu la différence parce qu'il y a les stupes, il y a beaucoup de subdivisions où c'est pas toujours facile de s'y retrouver, d'expliquer. On expliquera ce que c'est exactement que la BRI, quel est leur cadre d'intervention, comment travaille la BRB, qui est aussi en complément ce qu'on découvre aussi un petit peu quand on regarde le document. Et puis, vous avez travaillé. Oui, bien sûr. Oh là là, je suis impressionné, madame. Samedi, la Star Academy, que vous avez regardé, bien évidemment. Cela jouait spéciale comédie musicale. Du coup, Nikos Aliagas et les professeurs ont donné de leur personne en reprenant New York, New York. C'est Nikos qui chante. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabonds
Voilà, là c'est moins bien. Le début était pas mal. Le début était pas mal. Nikos chante pas mal. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler de la BRI, les 2 premiers épisodes vendredi soir sur Canal+, document inédit. Je pense que c'est la première fois qu'on filme d'aussi près le travail de cette unité d'élite. On y revient dans un instant avec vous, Guillaume Maurice. Vous en êtes le producteur et Sébastien Giraudon, le réalisateur. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Cette semaine, écoutez Sud Radio et à tout instant, ouvrez vos cadeaux en direct. Au pied du sapin, des séjours dans les hôtels d'exception dans les plus belles régions de France avec Vacances Bleues, des enceintes connectées, des tablettes tactiles offertes par la Confédération des buralistes. Votre séjour féerique en famille au Parc Futuroscope avec les entrées pour 2 jours, 1 nuit avec les petits déjeuners dans un hôtel du parc pour 4 personnes et des tonnes d'autres surprises. Pour gagner, écoutez Sud Radio tous les jours et tentez de remporter votre cadeau qui vous attend au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. Joyeux Noël. Augmentez vos chances de gagner en vous abonnant aux réseaux sociaux de Sud Radio. Sud Radio Média, les invités du jour. Les invités du jour, Sébastien Giraudon, vous êtes réalisateur et co-réalisateur avec Mathilde Gautry de cette série documentaire en 4 épisodes qu'on va pouvoir découvrir vendredi sur Canal+. Nous, on a eu la chance de pouvoir voir les 2 premiers épisodes pour pouvoir en parler avec vous. Et puis Guillaume Maurice, je précise bien Maurice, vous n'êtes pas humoriste, voilà. Non. Vous êtes le producteur de cette série. C'est une série documentaire qui est en immersion au cœur de la BRI. Peut-être expliquer, je ne sais pas, peut-être vous, Sébastien, ce qu'est la BRI. On entend ces lettres, Brigade de recherche et d'intervention. Quelles sont leurs attributions et leurs fonctions? Et c'est la BRI de Paris, juste. Oui, de Paris, parce oui. Que c'est important parce il y en a que un peu partout. Oui, mais justement, la BRI de Paris a des spécificités que n'ont pas les autres. Sébastien va nous expliquer ça. Donc en fait, la BRI de Paris, elle a deux casquettes. C'est ça qui est très intéressant en fait dans cette unité, c'est que ils ont une enquête, une casquette de police judiciaire où ils mènent des enquêtes, souvent en collaboration avec d'autres services de police spécialisés, comme la BRB par exemple dans le premier épisode. Donc là, ils mènent des enquêtes au long cours qui peuvent durer plusieurs mois, des filatures, des surveillances, etc. Ils travaillent sur le grand banditisme. Oui. Sur le grand banditisme. Des écoutes téléphoniques qui sont avec filmées, des écoutes qui sont souvent faites justement par les autres services. En général, c'est pas la BRI qui s'en occupe, mais elle en bénéficie bien sûr. Et donc ça c'est une casquette, si vous voulez, qui est voilà, ils travaillent en civil dans ces moments-là, et c'est le gros de leur travail, c'est ça. Mais en plus de cela, ils ont toute une autre casquette qui est la casquette d'intervention en situation de crise, donc pour faire face à des prises d'otages, à des tueries de masse, à des attaques terroristes. Voilà. Donc là, dans ces cas-là, ils sont équipés en noir ou en lourd, comme on dit. Donc combinaison noire, casque lourd, des gilets pare-balles. Ils ont à peu près un équipement entre 40 et 50 kilos sur le dos. Et donc c'est dans ces situations-là que le grand public les connaît le plus, puisque au Bataclan, par exemple, ou à l'Hypercacher, ils étaient dans cette tenue-là. C'est vrai que ce qu'on se connaît moins, c'est leur travail de police judiciaire sur le grand banditisme, et on a aussi voulu montrer ça. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on découvre. C'est une enquête, là, en particulier, vous vous intéressez sur le premier numéro qu'on va pouvoir voir, c'est sur ceux qui attaquent les DAB, les distributeurs automatiques de billets, avec les filatures, avec tout ce qui fait une enquête au quotidien. Peut-être là, je vais m'adresser aux producteurs. Ça a été compliqué d'obtenir ces autorisations, d'être au cœur de la BRI, parce que j'imagine que ils n'ont pas forcément non plus envie de savoir qu'on connaisse tous les secrets de la BRI. Alors ça a été très compliqué en effet. Je pense que ça a été l'autorisation la plus compliquée de ma jeune carrière de producteur. Et en effet, il a fallu convaincre à la fois le ministère de l'Intérieur, à la fois les magistrats, à la fois la préfecture de police de Paris. On leur dit quoi ? On leur explique que c'est important aussi que les Français connaissent de l'intérieur le travail de ces policiers-là, qui sont quand même des policiers assez incroyables dans leur implication personnelle et dans les risques qu'ils sont prêts à prendre pour sauver la vie des autres.
Et on essaie de trouver un terrain d'entente, un compromis pour pouvoir à la fois montrer leur travail et en effet ne pas révéler tous les secrets d'investigation. Comment on fait justement pour ne pas exposer les secrets entre guillemets. Ils ont eu un droit de visionnage? Alors, il n'y a pas eu un droit de visionnage, il y a eu ce qu'on appelle un visionnage technique de certaines séquences pour justement des histoires de confidentialité, de protection des sources, d'anonymisation. Il y a un numéro de portable n'apparaît pas, par exemple. Voilà, non, évidemment, il y a plein de choses qu'on a dû cacher, qu'on a dû camoufler pour ces histoires de sécurité. Donc il y a eu sur ces points sensibles, on a pu montrer quelques passages, mais c'est pas un droit de visionnage, si tu veux. C'est vraiment un visionnage technique pour justement être sûr qu'il n'y a pas d'informations confidentielles et à risque. Juste Sébastien Géraudon, là-dessus, comment vous avez travaillé justement pour garder certaines des techniques ou des manières de travailler un peu c'est un accord presque tacite entre eux et nous. Et en fait, c'est au quotidien que ça se règle. C'est-à-dire que nous, on est avec eux au quotidien, et sur le moment, ils nous disent non, ça, je préfère pas que tu filmes. Ça doit les saouler d'avoir un journaliste dans les pattes. Certains, ça les saoule. D'autres, ils prennent finalement goût, ils prennent plaisir. Très franchement, il y en a certains qui, que ça amuse, que ça intéresse aussi de montrer comment ils travaillent, etc. Donc, on force personne, évidemment. Ils ont pas peur que vous gênez l'action quand ils partent en action en se disant on est quand même un peu habitué à ce genre d'exercice. C'est pas les premiers films de flics qu'on fait, ni Mathilde ni moi. Donc on sait rester discret. On est à l'arrière de voiture avec des vitres teintées. Bien sûr. Donc voilà, on sait se montrer le plus discret. Ce qui est important de dire aussi, c'est que ça a quand même pris des mois et des mois où Mathilde et Sébastien étaient présents tous les jours à la BRI. Donc il y a une confiance qui se crée, un lien qui se crée avec les policiers. Et c'est cette confiance qui permet d'obtenir autant de choses sur leur enquête et leur façon de faire qu'on voit dans les épisodes. Et après, en effet, c'est à nous, évidemment, c'est-à-dire qu'ils allaient tous les jours, ils vous appelaient pas en disant là, on est à l'action, tu viens avec ta caméra? Tous les jours, vous pouvez en parler à Mathilde et Sébastien, ils ont perdu quelques heures de sommeil sur cette année. Et c'est ce que, Oui, tout à fait. Mais c'est ce qu'on voit aussi sur l'engagement de ces hommes. Il y a que des hommes, mais il y a aussi des femmes à la BRI, hein. Non, il y en a dans la BRI de Paris? Il y a une femme qui fait partie de l'encadrement. C'est une commissaire de police. Les opérateurs sont exclusivement masculins. Mais ce sont des gens effectivement qui sont, je trouve pas le mot, au quotidien engagés en fait. C'est-à-dire qu'ils racontent, ils peuvent passer la nuit en planque, aller dormir 3 heures, revenir. On voit un échange d'un policier, comment on dit d'ailleurs, d'un policier, d'un BRI qui parle à sa fille, mais la vie de famille souvent, on prend un coup. Mais c'est vrai que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment j'ai envie de dire l'acharnement qu'ils ont, la passion qu'ils ont pour leur métier et cet engagement chevillé au corps. Et quand j'ai dit Ange Gardien, alors je voulais rappeler un livre dont j'avais parlé ici, qui est paru chez Mareuil Éditions, qui s'appelle 36, les anges gardiens du 36, qui est un roman graphique et qui raconte au quotidien là aussi comment ces hommes interviennent. Sans que les Français soient réellement au courant de la manière dont ils agissent sur des choses qui nous menacent, nous, au quotidien. C'est vraiment le 36 quai des Orfèvres pour les opérateurs de la BRI, c'est vraiment leur deuxième maison. Ils y passent énormément de temps. Ils ont même chaque groupe de la BRI a une espèce de cellule, si vous voulez, qui leur est réservée. Et au sein de cette cellule, il y a dans chaque cellule, il y a même un petit espace pour se reposer, parce que ils font des horaires tellement incroyables que parfois dans la journée vous rentrez dans la cellule en question et en fait il y a 2 ou 3 personnes qui dorment. Est-ce qu'ils se sentent mal aimés? Pardon? Est-ce qu'ils se sentent mal aimés? Je crois pas qu'ils se sentent mal aimés. Non, je pense pas, franchement. Pas plus en fait que les autres policiers d'une manière générale. Après, ce sont des policiers qui sont quand même très dans l'ombre, qui travaillent vraiment dans l'ombre. Effectivement, nous, on a un peu tendance à les mettre dans la lumière, donc parfois il y a certaines réticences par rapport à ça.
mais bon, ils restent quand même tous totalement anonymes. Voilà, oui, on voit, ils sont formidables, ceux qui témoignent d'ailleurs, cagoulés, puisqu'il faut pas qu'on les reconnaisse. Ça fait partie aussi des caractéristiques des intervenants de la BRI, puisque c'est des gens qui s'infiltrent au quotidien et qui ne doivent pas être reconnus. Tout à fait. Ils doivent pas être repérés. On doit avoir l'impression de voir un citoyen lambda qui pourrait être votre voisin. Et quand ils font leur filature, il faut un maximum de discrétion. Est-ce que lorsqu'on lance une enquête comme ça et qu'on met des journalistes en intervention, il y a des assurances spéciales s'il arrivait quelque chose à un de vos journalistes? Est-ce qu'il y a des choses... Non, ils s'en foutent. Ça fait partie des risques du métier, bien sûr. Non, trêve de plaisanterie. On a pris des assurances spécifiques pour cette série-là. Après, évidemment, on fait tout pour que ça n'arrive pas. Et puis même les policiers font attention de ne pas exposer les journalistes. On est quand même bien gardé avec eux. On se sent vraiment en sécurité. Vous avez jamais eu peur? Jamais. Est-ce qu'il y a encore des grands flics, demande un auditeur? On pense à des broussards, à des gens qui ont marqué, l'histoire de la police. Pour moi, ces policiers-là sont tous des grands flics. C'est-à-dire qu'on connaît les chefs. Et ils sont formidables, que ce soit Simon Riondet ou Pierre Lecause, qui sont le numéro 1, numéro 2 de la BRI. Mais même les opérateurs ou les chefs de groupe sont tous des grands flics, parce qu'encore une fois, ils mettent une passion, une abnégation dans leur travail qui est hors du commun. Moi, j'ai très rarement vu ça. Comme le résume d'ailleurs Kader dans un épisode, c'est dit on traque des mecs qui, eux, passent leur vie à être imprévisibles et à essayer de nous échapper. Et nous, notre vie, en effet, c'est de les traquer sans s'arrêter à aucun moment, quoi. Et puis, encore une fois, on le rappelle de prendre en compte, moi, c'est ce qui m'a frappé aussi, les mesures de sécurité pour ne pas mettre en danger les gens autour. C'est-à-dire de savoir, une interpellation pourra pas se faire parce qu'ils sont pas dans la situation idéale. Disons que quand on interpelle un membre du grand banditisme en pleine voie publique avec des voitures à côté, des passants, etc., c'est des gens qui peuvent être armés, imprévisibles, dangereux, qui peuvent vous foncer dessus pour essayer de prendre la fuite. Donc évidemment, il faut essayer de réunir les conditions les plus optimales possibles pour minimiser les risques pour les flics de la BRI, mais aussi évidemment pour les autres personnes qui se trouveraient autour de l'interpellation. Mais je trouve que c'est important. J'ai des auditeurs qui me disent on s'étonne que la délinquance augmente avec des documentaires comme ça. Non, justement, c'est de montrer que il y a des policiers aujourd'hui qui font leur boulot, des unités d'élite d'hommes remarquables qui sont là pour nous protéger au quotidien. Donc c'est justement, je trouve que la police a toujours été très discrète, même par rapport à la gendarmerie qui communique peut-être beaucoup plus. Là, au moins, ça met en lumière une manière de travailler des hommes assez exceptionnels. Oui, puis la BRI de Paris, c'est une unité qu'on voit quand même très très peu en fait, exposée médiatiquement. Donc du coup, c'est important, je trouve, de pouvoir montrer un peu ces héros du quotidien dans leur travail. C'est les héros du Bataclan. Faut pas oublier quand même que c'est des gens qui ont risqué leur vie pour neutraliser les terroristes et sauver les otages, et que c'était important de montrer la réalité de leur travail quotidien contre le grand banditisme. Sébastien Géraudon, qu'est-ce que vous retenez de ces tournages? Donc le premier, on l'a dit, est consacré aux délinquants qui s'en prennent aux distributeurs de billets. Le deuxième, c'est les go fast, qui d'ailleurs perdent un petit peu de vitesse, et vous me permettez l'expression, parce que c'est des go slow. Vous, qu'est-ce qui vous a frappé dans cette enquête, en fait? Je crois que justement, c'est vraiment leur engagement à chacun, la façon dont ils se dévouent vraiment corps et âme à leur métier. Et puis, par exemple, je reprendrai une phrase de l'un des opérateurs de la BRI qui dit que, par exemple, lorsqu'il est parti pour le Bataclan, il pensait ne pas revenir chez lui. C'est ça, C'est-à-dire que vous partez quand même au boulot, parce que c'est son boulot, mais il se dit, là, j'ai quand même de gros risques de ne pas rentrer. Donc c'est quand même fort en fait de côtoyer ce genre de personnes. Regardez ce document, ces documents. Un auditeur me dit la frontière entre la police et les voyous est parfois très mince. Non, c'est pas de la fiction. Là, c'est un documentaire. Donc on n'est pas dans la fiction, on est dans la réalité. Vous filmez des interventions, des filatures réelles. C'est ça qui est fort.
c'est ça qui est fort. Et vous allez voir qu'il y a des règles et que ce ne sont pas des cow-boys, justement. Moi, je trouve que le terme d'ange gardien leur correspond tout à fait. Surtout pas des cow-boys. Merci Guillaume Maurice et Sébastien Giraudon d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle que Mathilde Gautry a également réalisé une partie de ces documentaires à découvrir sur Canal+ vendredi. Canal+ Doc, c'est également possible en visionnage sur MyCanal, absolument. Et c'est à voir, 4 documents. Et pour la première fois, donc la BRI a ouvert ses portes. N'hésitez pas à aller voir sur MyCanal, c'est vraiment formidable. Merci à vous. Dans un instant, on reste sur Canal+ avec toute autre chose, avec Canal Pew, c'est de la mode. À tout de suite. On a des auditeurs qui n'aiment pas la police. Donc. Sud Radio, le 10h midi média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Lidl. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média. Alors on quitte la police pour un petit peu plus de légèreté avec Piu Piu. Bonjour. Bonjour. On vous appelle Piu Piu ou Giulietta? Comme vous voulez. Voilà. Piu Piu, c'est mon nom de scène. C'est Giulietta, c'est mon vrai prénom. Et pourquoi Piu Piu? Parce que je fais des bruits étranges quand j'éternue. Quand vous éternuez, bon. Et là vous n'avez pas envie d'éternuer. Des petits bruits d'oiseaux. Non. C'est dommage. Vous êtes DJ, agent image pour des artistes, et vous êtes ce soir. Pour des artistes, pour des stars. Pour des stars, oui. À 22h10 sur Canal+, c'est la nouvelle émission mode de Canal+, 22h10, Canal Pew sur MyCanal. Et donc vous êtes la nouvelle Mademoiselle Agnès. Peut-être qu'on peut. Ça vous énerve quand on vous dit ça? Ça m'énerve pas du tout parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Agnès, et pour moi c'est une énorme icône, et c'est pour ça que je dirais pas que je suis la nouvelle Mademoiselle Agnès, parce que j'ai beaucoup trop d'admiration pour elle pour dire que je suis la nouvelle elle. Oui, bon, mais c'est quand même ça, vous prenez le relais. Je prends le relais, mais je pense qu'on le fait d'une manière, on parle de mode de manière très différente. Je crois, je suis sûre même que Agnès a aidé beaucoup à ce qu'on parle de mode et à rendre accessible ce milieu. Et nous, ce qu'on essaye de faire dans l'émission, c'est de comprendre comment est-ce que la mode, elle parle de la société, et comment est-ce qu'elle parle de nous, et comment est-ce que nous, quand on s'habille, on raconte le monde. Mais justement, est-ce que le monde de la mode, elle est pas un peu décalée par rapport au quotidien des gens? On voit bien que on est en récession, que c'est compliqué pour monsieur et madame tout le monde, et que c'est vrai que quand on regarde Canal Pew, on va dans des jolis lieux, on a des belles robes, on est un peu dans le monde du luxe. Est-ce que vous le sentez, ce décalage? Je pense que il y a plusieurs manières d'aborder la mode. Il y a la première manière qui est celle dont vous parlez, qui est d'être d'un point de vue de produit, c'est-à-dire où la mode, c'est aussi des produits qui coûtent parfois très très cher et qui sont inatteignables pour beaucoup de gens, et pour moi aussi d'ailleurs, parce que c'est pas parce que je vais au défilé Chanel que je peux m'acheter un sac Chanel. Par contre, la mode, c'est aussi des artistes qui racontent leur vision du monde. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. Et je pense que c'est ça qui intéresse aussi beaucoup de jeunes aujourd'hui. C'est-à-dire comment est-ce que la mode est capable, et les designers sont capables de prendre le pouls d'une société et de raconter ce qui se passe. Alors, vous parlez justement de la grande crise économique à laquelle nous faisons face aujourd'hui, et qui va être d'autant plus importante l'année prochaine. Et je pense que justement, les designers ont pris ce pouls-là, et que on le voit dans les collections qui ont défilé en septembre, justement. Comment est-ce que la mode, les designers, mais aussi les gens prennent ce pouls-là, et comment est-ce que du coup on s'habille différemment pour affronter une crise économique, peu importe notre classe sociale. Vous habillez où? Comment vous êtes Moi, je suis très éclectique. J'aime beaucoup le vintage, donc la fripe. J'aime beaucoup ça parce que je trouve que c'est des pièces qui coûtent encore aujourd'hui pas trop cher, et qui souvent ce sont celles qui durent le plus longtemps. Par exemple, aujourd'hui j'ai un jean que j'ai acheté, je pense il y a 10 ans, pour 20 €, que je continue à mettre. C'est bien, vous êtes habillé pour venir nous voir, ça fait plaisir. Non mais il est très je rigole. Et après il y a des designers que j'aime bien et que j'apprécie, comme Julien de Sénat chez Rabanne, comme Acné. Moi j'aime bien les jeunes marques, des designers qui font des choses un peu différentes. Et alors comment on passe de DJ et agent d'artiste à présentatrice d'une émission de mode? Alors, ça s'est fait un peu comme un coup de hasard. En fait, un jour, Alexia Laroche-Joubert a vu une vidéo de moi sur Facebook,
Et elle a trouvé mon numéro, elle m'a appelé et elle m'a dit voilà, j'ai vu une vidéo de toi que j'ai trouvée super marrante et du coup j'aimerais bien te rencontrer. Alors moi j'étais en folie de me dire attendez, Alexia Laroche-Joubert, mais évidemment je veux bien vous rencontrer. Et on s'est très bien entendu et c'était un peu son idée de base que j'anime une émission. Alors pour moi ça semblait complètement fou. Mais ça aurait pu être une émission de musique. Ouais, c'était un peu le sujet à la base. Et en fait, il s'est trouvé que j'ai été enceinte une deuxième fois et que du coup, je lui ai dit, attends, et si on faisait de la mode? Et du coup, c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Ouais, il y a grâce à mon plusieurs. deuxième enfant, Il y a une grande interview pour ce premier numéro d'Eva Longoria. Vous lui parlez évidemment son rapport à la mode, à son physique, au ressenti de ce que les gens pensent d'elle. Elle est incroyablement sympathique. D'ailleurs, vous vous mettez à la tutoyer au bout d'un moment. Carrément. Voilà. Ce qui est complètement fou de tutoyer Eva Longoria, mais je sais pas, on s'est retrouvés dans sa chambre d'hôtel. Et tout d'un coup, c'était une ambiance très intimiste. Alors, c'est parti tout seul. Mais c'était super intéressant pour moi d'avoir Eva Longoria parce que je pense que aujourd'hui, on a tous une image. Dès qu'on a un réseau social, on a une image. Et j'avais envie que les gens puissent se rendre compte aussi que c'est quelque chose qui est construit, même quand on est une célébrité. Même une célébrité se pose la question. Il y a une équipe qui réfléchit avec elle de comment elle va s'habiller, comment elle se montre, et que tout ça ne sont pas des choses fortuites qui sont dues à l'instinct, mais tout ça est très réfléchi. Est-ce que vous avez peur de la presse people ou autre? Parce qu'on a lu pas mal d'articles pour préparer cette émission. Vous vous en cachez pas, vous êtes la copine de Jonathan Cohen. Vous recevrez peut-être Jonathan Cohen. Ça vous fait peur, les journaux, la médiatisation de votre couple ou d'être mis en avant sur Canal+, parce qu'on vous pose la question à chaque fois? J'aime pas particulièrement ça. J'imagine. Nous, en plus, on est très privé, quoi. Donc, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Est-ce que j'en ai peur? Non. Est-ce que j'entends pourtant que les gens peuvent se poser la question aussi de qui partage la vie d'un comédien qu'ils adorent? Évidemment, je le comprends. Après, moi, de mon propre fait, de ma propre vie, c'est pas forcément. Oui, mais comme vous êtes médiatisé à votre tour, vous vous doutez que vous mettez le doigt dans quelque chose un peu compliqué. Mais alors, c'est assez marrant parce qu'en fait, pour être honnête avec vous, j'y ai pas pensé pendant très longtemps. C'est-à-dire que même en réfléchissant à l'émission, en la tournant, etc., je réfléchissais à qu'est-ce qui allait intéresser les gens dans l'émission, mais je réfléchissais pas au fait que c'était la femme de Jonathan Cohen ou moi-même. Je réfléchissais à comment faire un programme qui soit intéressant et chouette, en fait. C'est pas de passer à la télé qui vous intéressait? Franchement, non. Non, pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'intéresser les gens à ce sujet que je trouve assez passionnant. C'est quoi Agent Image? C'est quoi Agent Image comme métier? C'est justement quelqu'un qui conseille les artistes sur les aider à se raconter comme ils sont et comme ils voudraient être racontés. Parce que quand on est artiste, quand on est sur la place publique, on est confronté au regard des autres. Alors comment est-ce que ce regard des autres, il est le plus authentique possible par rapport à qui nous on est? Comment il est sincère et comment est-ce qu'on arrive à se raconter tel qu'on est, et c'est ce que j'essaye de faire avec les personnes que je représente. Il y a plusieurs rubriques qu'on va découvrir. Il y a le radar. Oui, le radar, mais il y a surtout, moi, c'est ce jeune homme de 19 ans qui est collectionneur. Incroyable, quoi. C'est des personnages, effectivement. La mode suscite quand même quelqu'un. Il a 19 ans, il est fan de Helmut Lang. Et alors, c'est incroyable quand on voit sa passion et tout ce qu'il a pu collectionner. C'est dingue, surtout qu'il a que 19 ans. C'est fou à 19 ans d'être autant passionné et de connaître autant de choses sur cet art et sur un designer, de chercher partout. Nous, ce qui nous a passionnés, c'est comment est-ce qu'il allait chercher toutes ces pièces dans un budget aussi, parce qu'il a que 19 ans, on voit qu'il habite pas dans un palace non plus. Donc je trouve ça charmant de chercher la passion des autres. Qu'est-ce que vous pensez des influenceuses? À quel des influenceuses de mode, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est vrai que maintenant, c'est elles qui assistent plus au défilé que les journalistes. On a l'impression que les gens de Vogue ou autres sont au 2e ou au 3e rang, et on met des influenceuses au 2e et au 1er rang des défilés. Et c'est, non, je caricature. Non, je pense que les gens de chez Condé Nast et de chez Vogue sont toujours très bien assis au défilé. Et vous comprenez ce que je veux dire? Elles sont devenues incroyables et elles y connaissent rien.
Je pense qu'il y a de plus en plus d'influenceuses qui s'y connaissent très Vous bien défoncez dans les la influenceuses mode. maintenant. Oui, non, mais elles s'y connaissent. Si, je pense de dire qu'elles y connaissent rien et pas forcément la réalité. Hein. Non, je pense que les influenceurs et les influenceuses mode connaissent de plus en plus non seulement le milieu, mais aussi les codes de la mode. Je pense que ce sont des femmes, mais est-ce que des fans de base. Ouais. Mais est-ce que toutes les personnes qui travaillent dans la mode ne sont pas elles aussi des fans à la base? C'est pas faux. Je pense que ça a été une vraie révolution quand les influenceurs ont fait et les blogueurs à la base ont fait leur arrivée dans le milieu de la mode, parce que c'est un milieu qui est extrêmement fermé, extrêmement codifié et qui répond aussi aux normes de classe sociale, et du coup c'était des gens qui n'étaient pas privilégiés de base, qui pour la première fois faisaient leur entrée dans un milieu qui est extrêmement fermé, extrêmement codifié, et c'est pour ça que ça a aussi cassé autant de codes. Aujourd'hui c'est beaucoup plus accepté, et ce sont des gens qui sont capables de parler à beaucoup de gens sans avoir à avoir un langage qui est extrêmement codifié, et ça je trouve que c'est quand même assez génial. C'est en tout cas, c'est frais, c'est élégant, c'est joli, c'est sympa. C'est Canal Piu. C'est Canal Piu, absolument. Piu Piu, ce soir à 22h10 sur Canal+. Et votre prochain mix, c'est où? Je sais pas encore. Ah, vous savez pas? On continue à mixer. Ouais. Et ce sera en tout cas la mode avec vous ce soir, Piu Piu, à découvrir sur Canal+. Et nous, on va se retrouver dans un instant. Mais avant, on va jouer puisque c'est bientôt Noël. Vous le savez, c'est bientôt Noël. Le grand sapin, Sud Radio, c'est maintenant. Et c'est le moment d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Donc appelez-nous 0826 300 300. Vous gagnerez peut-être un week-end pour 2 personnes dans un lieu d'exception en France avec vacances bleues, une enceinte Bluetooth pour pouvoir écouter votre musique. Ma musique que vous n'aimez pas. Offerte par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Appelez-nous, nous prendrons le 22e appel comme 22h ce soir sur Canal+. 22e appel pour gagner, et ce sera tout à l'heure la révélation du cadeau. À tout de suite. Merci. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.